présentation de Cédric Perrault, l'URD ABI AgroParisTech, qui va nous présenter son travail intitulé Le biomimétisme, un outil de design de nouveaux filtres solaires. Donc, comme d'habitude, vous aurez très exactement un quart d'heure de présentation suivi de 5 minutes de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci. Alors, est-ce que ça marche? C'est très bien, Cédric, c'est Super. parfait. Merci Kalina pour l'introduction sur le biomimétisme. La présentation était très intéressante. Et donc, du coup, je vais poursuivre sur la thématique en essayant de présenter un exemple concret sur le développement de nouveaux filtres solaires à travers ce biomimétisme. Donc, un peu de contexte. Voilà, on arrive à l'été, tout le monde va partir un peu en vacances. Donc, tout le monde va potentiellement s'exposer au soleil avec cette culture du bronzage et l'obtention d'un teint hâlé qui est obtenu par une exposition répétée au soleil. Et donc, cette exposition répétée au soleil, pour éviter tous les troubles pigmentaires et cutanés, il est indispensable d'utiliser une protection solaire par le biais de crèmes solaires. Et ces crèmes solaires contiennent principalement des filtres organiques qui sont issus de ressources pétrosourcées et potentiellement cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Donc, il y a pas mal de débats sur cette thématique-là actuellement. Et parallèlement à ça, il y a une forte demande des consommateurs en produits naturels, renouvelables et éco-responsables. Donc, ces filtres organiques, ils engendrent un impact environnemental conséquent et notamment la destruction de la barrière de corail. Et actuellement, il y a peu d'alternatives à ces filtres organiques biosourcés, si ce n'est les filtres minéraux sous forme de TiO2, qui eux également sont un peu controversés actuellement. Donc, l'observation, elle est simple. Les végétaux, ils sont continuellement exposés au soleil pour la photosynthèse, pour produire de l'énergie, et ils ne prennent pas de coups de soleil, pour dire ça un peu simplement. Donc, ça veut dire qu'ils ont une protection intégrée qui leur permet une autorégulation et une protection des UV. Si on passe sur les humains, donc il y a cette volonté de bronzage qui peut engendrer des brûlures, des risques de coups de soleil et de problèmes de développement de cancer de la peau, ce qui sous-entend qu'on n'a pas forcément de protection naturelle, si ce n'est la production de mélanine suite à une exposition répétée. Donc, on a cherché à regarder un peu au niveau des végétaux quelles étaient les molécules qui étaient susceptibles d'apporter cette propriété de protection au niveau des UV. Donc, la lignine est largement décrite pour avoir des légères propriétés de protection UV, mais il existe notamment d'autres composés phénoliques qui se baladent au niveau de la paroi végétale et qui produisent cet effet de protection solaire. Et nous, on a choisi de s'intéresser tout particulièrement au cyanopoïde malate. Donc, c'est cette molécule. Donc, il y a un filtre naturellement présent chez les plantes, principalement sous sa forme trans. Et donc, suite à des études structurales en partenariat avec l'Université de Warwick, on a pu mettre en évidence les différents paramètres structuraux qui sont importants pour obtenir cette protection solaire. Donc, la première partie très importante, c'est le noyau aromatique avec différents substituants qui va permettre d'influencer sur la zone de couverture du filtre solaire. Ensuite, il est important d'avoir une liaison alpha-bêta insaturée, donc plutôt passer sur des composés de type para-hydroxycinnamique. Et il y a un impact très important de la nature de l'ester, puisque l'encombrement de cet ester joue un rôle majeur dans la protection et l'absorbance de la molécule. Donc, lorsque cette molécule est soumise aux irradiations UV, elle s'isomérise, passe sur sa forme 6. C'est ce qui donne la protection et l'absorbance. Et ensuite, l'isomérisation inverse s'équilibre et on a une libération de chaleur pour retourner sur l'isomère trans. Donc, ces molécules, elles ont l'air très intéressantes, elles ont l'air très puissantes. Le seul problème, c'est qu'elles sont présentes en très faible quantité au niveau des plantes et qu'il est inenvisageable d'imaginer une extraction à très grande échelle de cette molécule pour en faire des crèmes solaires. Donc, l'alternative, ça a été d'imaginer des voies de synthèse pour accéder à ces molécules et évaluer les propriétés de ces molécules naturelles. Donc, jusqu'à peu, il y avait une voie de synthèse dans la littérature. Donc, c'est une publication de Florent Halley de 2009 qui proposait cette voie de synthèse pour accéder au cyanopoïde malate. Donc, c'était une voie de synthèse très longue. Il fallait 30 jours pour accéder à la molécule finale, avec l'utilisation de larges quantités de solvants et de réactifs toxiques, type couplage DCC, DMAP, dichlorométhane et ainsi de suite. Il y avait pas mal d'étapes de protection, des protections qui ne sont pas forcément en accord avec la chimie verte actuelle. Et on était sur un procédé qui était impossible de monter en échelle, à l'échelle industrielle, et pour un rendement final de seulement 30%. Donc, il y avait clairement une optimisation de synthèse à faire pour essayer d'obtenir cette molécule à plus grande échelle en vue de l'utiliser sur la formulation de crème solaire.
Donc, j'ai pu développer avec mes collègues une nouvelle voie de synthèse, donc en seulement 3 étapes, qui nous permet d'accéder au cynaploïde malade donc en 3 jours de synthèse, avec une réduction conséquente des quantités de solvants et des réactifs toxiques. Donc, la dernière étape est toujours en présence de pyridine, aniline, mais on travaille sur des alternatives on va dire plus éco-responsables, type éthanol et acide aminé, pour obtenir cette molécule finale qui nous permettra d'avoir encore un aspect plus éco-responsable. On n'a plus d'étapes de protection des protections, ce qui nous permet une grande économie d'atomes. Et on est sur un procédé qui peut être envisageable à l'échelle industrielle avec un rendement final non optimisé de 48%. Donc, maintenant que la voie d'accès à ce type de molécule elle a été, on va dire, optimisée, grandement réduite, ça nous a permis d'envisager, justement, par le biomimétisme et la bioinspiration, d'autres molécules qui présenteraient les mêmes parties structurales que le cynaploïde malate, pour justement voir si on pouvait avoir des molécules plus actives ou plus stables par rapport à cette molécule cible qu'on retrouve dans la nature. Donc, la première partie qui pouvait être modulée, c'est la partie du noyau aromatique. Donc là, on est sur une base synapique et il est envisageable de passer sur le même type de molécules avec différentes bases hydroxysynamiques, que ce soit des acides féruliques, caféiques ou coumariques. L'autre alternative consiste à utiliser plutôt des noyaux furaniques, donc des dérivés du furfural ou du HMF. Ensuite, la deuxième partie qui impactait beaucoup l'absorbance, c'était la nature de l'ester, notamment via l'encombrement. Donc, on a décidé d'essayer avec d'autres acides organiques, type acide lactique ou acide tartrique, également différents alcools et différents polyols, en vue de positionner plusieurs unités de noyaux aromatiques sur la molécule et voir l'impact de ces différentes unités sur l'absorbance. Donc, voilà les spectres UV qu'on peut obtenir. Donc, vous avez en rouge l'octinoxate. Donc, c'est la molécule de référence qui est utilisée dans les crèmes solaires actuellement. Donc, c'est un filtre UVB qu'on retrouve dans un grand nombre de crèmes. Donc, c'est le spectre d'absorbance que vous trouvez en rouge. Et ensuite, vous avez les différentes molécules, donc en vert, en bleu, en rose et en jaune, donc qui correspondent à la même partie des esters, donc un acide malique, greffé sur différentes bases d'acide para-hydroxysynamique. Et on peut voir que plus le noyau est substitué, plus le noyau aromatique est substitué, plus la zone d'absorbance tend à aller vers les UVA et à ne plus couvrir uniquement les UVB. Sauf dans le cas du dérivé coumarique, qui est ici en jaune, et on voit qu'il se rapproche le plus de l'octinoxate, qui est la référence actuellement. Maintenant, si on passe sur la partie donc dérivée de type HMF, on se rend compte que la zone de couverture elle est beaucoup plus positionnée sur les UVB, et ça colle mieux que les dérivés phénoliques avec la zone de couverture de l'octinoxate. Donc ça permet de montrer un réel impact de la substitution du noyau aromatique et du type du noyau aromatique sur la protection UV qu'on va chercher à avoir à la fin. Ensuite, on a regardé l'impact de la partie ester. Donc, on a différents acides organiques et une choline qui ont été greffés sur des dérivés d'acide synapique. Donc là, on a fixé la partie noyau aromatique et on a cherché à regarder l'impact de l'ester. Et on peut voir que plus l'ester est encombré, plus l'absorbance tend à augmenter. Donc là, on a un CH3 sur l'acide lactique qui probablement influence l'isomérisation cis-trans du fait de l'encombrement stérique et permet d'obtenir une meilleure absorbance. Donc pour cette partie, j'ai conservé le meilleur, on va dire, monomère d'acide synapique. Et donc, je vous ai mis comme exemple 2 dimères, donc liés soit par un acide tartrique, soit par un isosorbide. Et on peut voir au niveau du spectre d'absorbance que le fait de fixer finalement 2 noyaux aromatiques permet donc d'augmenter l'absorbance de la molécule. Donc, on a un gain presque de 0,2 qui permet de dire que voilà, on a 2 unités aromatiques qui donnent cette absorbance. On peut également confirmer le fait que l'encombrement stérique et la rigidité du linker jouent bien sur l'absorbance de la molécule, puisque le dérivé d'isosorbide est beaucoup plus contraint et obtient donc une absorbance plus conséquente que le dérivé d'acide tartrique. Ensuite, on a fixé une 3e unité aromatique. Donc, on a fixé 3 acides synapiques sur un glycérol. Et là, une fois encore, on voit que l'absorbance est nettement augmentée du fait de l'ajout de cette unité aromatique. Donc, je vous ai simplement remis sous forme de graphique les différentes absorbances des molécules. Donc, vous avez en rouge l'octinoxate et on s'est fixé donc, comme cible d'atteindre au minima une absorbance comparable à celle de l'octinoxate. Donc, le but, c'est quand même d'avoir des molécules qui vont absorber plus que les pointillés en rouge. Donc, si on regarde au niveau des noyaux aromatiques seuls,
donc avec une seule unité aromatique, on se rend compte que finalement l'absorbance elle est relativement constante, peu importe le type de noyau qu'on va utiliser. Donc on n'a pas réellement d'impact sur l'absorbance du noyau aromatique. Par contre, si on regarde sur la nature de l'ester, on voit bien que quand on fait varier l'ester, on a une absorbance qui varie en fonction justement de l'encombrement de cet ester. Ensuite, si on regarde sur les molécules avec deux noyaux aromatiques, donc là, on dépasse clairement le seuil minimal d'absorbance de l'octinoxate. Donc, on a des molécules qui sont plus actives que la molécule commerciale. Et lorsqu'on passe sur la molécule avec 3 unités aromatiques, on a un gain encore supérieur en absorbance. Donc, l'autre donnée importante, c'est la stabilité des molécules. Donc, pour obtenir cette valeur, en fait, on réalise une absorbance AT0. Ensuite, on irradie la solution pendant 1 heure aux UV et on réalise ensuite un spectre d'absorbance et on obtient donc le pourcentage de perte d'absorbance entre le T0 et le T60. Donc, si on regarde l'octinoxate, après 1 heure d'absorbance, après 1 heure d'irradiation, on a perdu 25% d'absorbance. Donc, le but, c'est d'obtenir des molécules qui aient une perte d'absorbance inférieure à l'octinoxate, donc qui soient plus compétitives que celle-ci. Donc, si on regarde toutes nos molécules, globalement, elles sont presque toutes en dessous de ce seuil minimal, mis à part donc, le féruloïl malate et le caféoïl malate. Donc, ce qui nous permet de voir qu'on a quand même un impact de la perte d'absorbance liée à la nature du noyau aromatique. On peut également voir que la nature de l'ester influence aussi la stabilité de la molécule. Et c'est des observations qu'on conserve dans le cas des dimères ou des trimères. Donc maintenant, je vous ai remis en parallèle les propriétés d'absorbance et les propriétés de perte d'absorbance. Donc le but, c'est d'avoir une molécule qui absorbe plus que l'octinoxate, mais qui finalement se dégrade moins que l'octinoxate. Donc si on regarde les molécules qui collent avec ces deux cibles, donc, on a les 4 dernières molécules qui correspondent aux molécules sous forme de dimères ou de trimères, donc avec plusieurs noyaux aromatiques qui permettent d'avoir une absorbance supérieure et une perte d'absorbance après radiation inférieure à la molécule de référence. Ensuite, quand on discute avec les industriels pour l'utilisation de ces molécules en tant que filtre UV dans les crèmes solaires, ils recherchent également des activités secondaires donc, qui vont permettre d'induire dans la formulation finale une activité supplémentaire et ainsi réduire le nombre de composants dans la formulation finale. Donc, on a regardé les activités secondaires qu'on pouvait obtenir dans le cas du sinapoïl malate. Donc, c'est une molécule qui présente une activité antimicrobienne. Donc, vous pouvez voir ici une inhibition de croissance de colis, donc en présence de différents pourcentages de molécules. Et on peut voir qu'on obtient une concentration minimale inhibitrice autour de 0,31% et une concentration minimale bactéricide autour de 0,63% quand le phénoxyéthanol obtient une CMB autour de 1%. Donc, on est sur des molécules qui sont compétitives vis-à-vis de certaines références qui sont actuellement sur le marché. Ensuite, une autre des propriétés secondaires, ça peut être les activités antioxydantes. Donc, au niveau des activités antioxydantes, ce qu'on retrouve principalement dans les formulations de crème solaire actuellement, c'est du BHA, du BHT. Donc, on peut voir que nos molécules, finalement, sont assez compétitives avec ces deux molécules qui sont actuellement sur le marché. Et ces deux molécules sont fortement décriées actuellement puisqu'elles présentent des propriétés de perturbation endocrinienne et également des risques en termes de carcinogénicité. Donc, il est important que les nouvelles molécules bio-inspirées du sinapoïl malate n'aient pas de perturbation endocrinienne pour pouvoir aller sur le marché par la suite. Donc, c'est des analyses qu'on a également réalisées en partenariat avec nos collègues de l'INSERM de Montpellier. Donc, on avait déjà, lors de travaux précédents, mis en évidence que la partie acide synapique n'avait pas d'effet sur la perturbation endocrinienne, sur les différents récepteurs œstrogènes ou androgènes. Donc, on a cherché à voir si la partie ester avait, elle, une potentielle activité de perturbation endocrinienne. Et ce n'est pas le cas, puisque que ce soit dans les interactions agonistes ou antagonistes, on n'a pas de différence avec le ligand de référence sur les différents récepteurs. Donc, en conclusion, actuellement, on a environ plus de 200 molécules bio-inspirées ou à partir du sinapoïl malate. Donc, on a 4 brevets sur cette thématique des filtres UV, donc biosourcés avec un haut pourcentage en naturalité. On a plusieurs candidats potentiels qui pourraient venir challenger les filtres organiques utilisés actuellement sur le marché. On a une bonne photoprotection, une bonne stabilité UV, pas de perturbation endocrinienne, une activité secondaire qui peut être intéressante pour la mise sur le marché via des partenaires industriels,
Il reste quand même une contrainte majeure, c'est la liste positive. Donc, il faut savoir qu'il y a une liste positive pour les filtres UV. Donc, il y a certains filtres qui sont autorisés pour revendiquer un indice de protection solaire. Et il est très difficile de pouvoir positionner un nouveau filtre dans cette liste. Donc, voilà, c'est du travail sur lequel on cherche à contourner un petit peu cette liste. Et la solution, c'est de positionner la molécule plutôt comme booster, donc comme booster de protection solaire, plutôt que comme filtre solaire à proprement dit. Et donc, pour toute cette partie, on va dire un peu plus formulation, évaluation du SPF, toute la partie écotoxicité, impact sur les coraux, cytotoxicité, c'est des choses qui sont pour le moment confidentielles et qu'on fait en partenariat avec des partenaires industriels. Donc, je voudrais remercier maintenant mes différents collègues à l'URD-ABI qui ont travaillé sur ce projet, les collaborations avec Warwick et l'INSERM de Montpellier, et vous pour votre attention. Merci beaucoup, Cédric. Bien, parfaitement dans les temps. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'ai une première question pour toi, Cédric. Est-ce que vous avez une idée de la dégradabilité de vos produits par rapport aux produits de référence? Alors justement, c'est des choses qui sont en cours de réalisation. C'est des demandes qu'on a via les partenaires industriels, parce que voilà, c'est des datas qui vont être importantes pour le côté marketing. Donc, c'est des choses qui font eux de leur côté et qui sont pour le moment confidentielles, mais évidemment, c'est des choses qu'on regarde. Merci à vous. Une autre question de la part de François Delattre. Pourquoi utiliser de la pyridine dans un cadre de chimie éco-responsable? Alors, donc j'ai mis la pyridine pour le moment. C'était, on va dire, la voie d'accès la plus rapide. Donc, c'est des choses qu'on est en train de substituer actuellement. On a d'autres méthodes pour réaliser cette réaction Knoop-Wanaghen. On travaille notamment sur de la substitution à partir d'éthanol et de proline. Donc, c'est des choses qu'on a déjà publiées qui nous permettent d'accéder à ce type de molécules. Simplement, voilà, au moment où on a déposé le brevet, on était plutôt sur ce type de process, mais on travaille justement au verdissement de cette voie pour aller sur des choses qui soient acceptables en cosmétique. Pyridine, aniline, ça ne passe pas évidemment. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, le public? Non.